Bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur la page Acolyte pour cette autre livre. C'est un livre tout à fait spécial parce qu'il va mettre en scène l'écrivaine Sabine Menge, auteure de Et les femmes se sont tues, face à nos jeunes lecteurs, nos jeunes critiques, découverts à la Maison des Savoirs à Yaoundé et qui seront Christelle, Abdoulaye et Laura. Pour le moment, nous avons Christelle avec nous sur le plateau. Abdoulaye et Laura sont en cours et ils vont nous rejoindre bientôt. Alors, bonsoir Sabine. Oui, bonsoir Ray, bonsoir Christelle, Comment bonsoir tout le vas-tu? monde. Je vais bien, en forme, heureuse d'être là. Ah, super. Ah, bien sûr, ça se voit et c'est toujours cette bonne humeur et ce bon plaisir en fait qu'on va pouvoir prendre à travers ton écriture et vraiment découvrir. Et cette humeur qui est bien légale et qui dit, OK, je suis là, je suis en forme. Absolument. D'accord. Bonsoir Christelle. Bonsoir, hein. Alors, comment vas-tu? Bonsoir, je vais bien, merci. D'accord. Et là, nos auditeurs, enfin, notre public va devoir comprendre que nous avons un petit souci d'écho qui est dû à Google Chrome. Et bon, ils ont dit qu'ils allaient l'arranger, mais bon, on espère que ce sera fait d'ici là. Donc, mais en tout cas, si vous nous suivez, si vous arrivez à capter ce qu'on dit, retenez que nous sommes avec vous pour Et les femmes se sont tues, le roman de Sabine Menge, qui va être décortiqué par nos trois jeunes critiques. Abdoulaye nous a rejoint. Abdoulaye, est-ce que tu nous entends? Bon, le temps qu'Abdoulaye ajuste ses paramètres, nous dirons quoi? Et les femmes se sont tuées est un roman historique écrit par Sabine Menge qui nous replonge dans le Cameroun et c'est sa période de la voilà, il y a Laura aussi qui nous a rejoint. J'espère que maintenant que tout le monde est là, on peut débuter quelque chose. Bonsoir Abdoulaye. Il y a un brevet. Peut-être de Laura. Oui. Bonsoir Laura. Euh, Bon, j'ai dû interrompre le son. Bonsoir Abdoulaye, tu nous suis? Bon, très bien. Le temps qu'Abdoulaye ajuste ce qu'il a à faire, nous allons débuter avec le roman historique de Sabine Menge qui nous replonge dans le Cameroun de l'après-colonisation avec tout ce que ça va prendre comme tournant et surtout la mythique histoire de la prison de Menton qui a apporté pas mal d'espoir, désespoir et toutes autres choses. Dans tous les cas, Sabine nous en dira un peu mieux elle-même avant que nos jeunes critiques n'entrent en scène. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà qu'est-ce qu'on peut apprendre de façon globale des femmes? Les femmes se sont tues. Pardon. C'est l'histoire d'un jeune Camerounais de 17 ans qui prépare son bac, qui est passionné d'histoire et qui découvre
par un heureux hasard, heureux ou malheureux, que son grand-père a été fait prisonnier politique. Mais cette histoire a été tue dans sa famille. Et quand il essaie d'interroger son grand-père, ce grand-père est atteint d'Alzheimer. Il essaie de lui rafistoler des petits bouts d'histoire et ce sera à fond d'aller au-devant de l'histoire, d'aller chercher et découvrir qu'est-ce que son grand-père a vécu et surtout pourquoi on a tué cette histoire. Et on va découvrir l'action des femmes aussi, qui a plutôt porté les hommes dans cette époque-là. Et on va Justement, c'est cette découvrir action une des femme, femmes-là qui va des être femmes. vraiment splendide. Peut-être si Laura met des écouteurs, ça ira mieux. Oui, déjà, je vois qu'elle n'est pas. Elle n'est pas stable. Déjà, je crois que ça pose un problème. Mais bon, nous allons devoir avancer. Alors, Christelle. Christelle, tu es avec nous, tu nous suis? Christelle? Oui, Bon, d'accord. Si tu es avec nous, déjà, je crois qu'on peut commencer l'entretien. Alors, comment tu as trouvé et les femmes se sont tuées? avant de dire comment j'ai trouvé je dirais d'abord premièrement attirer un coup de chapeau à l'auteur parce que nous sommes habitués à voir des héros nationaux, mais nous ne sommes pas habitués à voir des héroïnes. Donc, mettre la femme au devant de la scène comme ça par rapport à un sujet aussi important, vraiment, c'est à féliciter. Et surtout que dans mon éducation scolaire jusqu'à présent, je n'ai jamais eu dit d'une certaine héroïne nationale qui a œuvré pour le combat anticolonial. Donc, j'ai beaucoup apprécié aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'ai été portée vraiment dans un certain cours d'histoire, je vais dire ça comme ça. C'est un cours d'histoire romancée. Donc, l'histoire m'a beaucoup plu et en soulevant à moi toutes les questions que j'aimerais bien exposer à notre auteur aujourd'hui. Bah, ça tombe très bien parce que l'auteur, elle est là. Et voilà, je te la laisse. Tu vas en faire ce que tu voudras le temps que Abdoulaye et Laura puissent nous faire signe et qu'on puisse savoir qu'ils peuvent déjà aussi se faire entendre. Donc voilà, je te la laisse. Je suis juste dans un petit coin. Donc voilà, Christelle, Sabine est à toi. Ok, bon, je vais leur avec moi. Quand je l'ai eu, j'ai d'abord été fascinée par la première de couverture qui est remplie de symboles. Déjà, je tire aussi un coup de chapeau à l'illustrateur, en tout cas la personne qui s'est chargée de faire la première de couverture. On voit là ces jeunes femmes avec la bouche fermée, mais le bras soulevé un peu comme un bras de revendication. Et ça porte vraiment son fruit. Et les femmes se sont tues. Et je vais ajouter sans terre. On voit là encore ce jeune homme et ce vieil homme qui sont sur une moto qui va à vive allure. On a l'impression, et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que ces deux personnes sont enchaînées par la chute. On a perdu Christelle.
Ah oui, ça, j'en ai l'impression. Dans tous les cas, puisqu'il faut continuer, Christelle va nous rejoindre certainement. Abdoulaye, quand tu es disponible, tu nous fais signe. Alors, Sabine, ce texte que tu as écrit et qui va nous plonger avec Afan, cet adolescent qui va décider d'aller essayer de sauver l'histoire de sa famille, essayer de sauver sa famille d'une catastrophe. Et c'est surtout, il y a une mémoire qu'il faut préserver. Alors, toi, comment il te vient aujourd'hui, avec tout ce que la société comporte, de nous proposer de retourner dans l'histoire? Pour toi, quel est l'intérêt, quel est cet élan qui te renvoie dans cette histoire? Merci beaucoup, merci beaucoup que Christelle va nous entendre et je voulais la remercier pour son premier retour enthousiaste sur le roman. Ça me touche énormément. Je suis encore nouvellement dans cette sortie de livre et je reçois beaucoup de retours très positifs, enthousiasmants et touchants. Donc, merci déjà. Comment est-ce que l'idée me vient? L'idée me vient un petit peu, on va dire, au hasard de la vie. Je suis tombée sur une partie de l'histoire qui évoquait les guerres du Cameroun dans le livre qui a été écrit par les journalistes et historiens Deltom, Domergue et Tatita, qui s'appelle Cameroun avec K. Et là-dedans, on évoquait les prisons politiques de Mantoum, Joliré, Yoko, etc. Après l'indépendance. Et ce nom Mantoum m'a évoqué quelque chose parce que je suis née et j'ai grandi dans la maison de mes grands-parents à Yaoundé et j'ai toujours entendu chuchoter ce nom-là. Et c'est comme ça que moi je retourne un petit peu vers l'histoire. Moi, contrairement à Afan dans le roman, mon grand-père est décédé en 2015 et moi, je découvre l'histoire, cette histoire où le lien qu'il avait, un lien politique avec ce nom Mantoum en 2019. Voilà. Et donc, de là, je lis des éléments autour de cette période, autour de l'événement qui l'a conduit en prison. Donc, je découvre ce contexte des élections législatives de 1964 et de fil en aiguille, j'arrive à cette magnifique femme qui a tout porté. Et pour moi, c'était impératif de partager cette histoire avec mes confrères et avec le monde, parce que je trouvais juste extraordinaire. D'accord. Très bien. Maintenant, Christelle, nous avons la source de cette histoire et voilà, Sabine nous a précisé comment ça va se passer pour qu'on en arrive là. Pour qu'on en arrive là. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? D'accord, Christelle, nous t'écoutons. Alors, toi, le livre, tu avais quelque chose à nous dire. Tu l'as lu. Alors, comment, déjà, tu nous as dit comment tu le trouvais avant d'avoir été coupé. Maintenant, Sabine est à vous, Abdoulaye et toi, en attendant Laura, vous pouvez lui poser vos questions.
Alors moi, je vais prendre rapidement la parole. J'ai été interrompue tout à l'heure. Problème de réseau et connexion. Bon, je vais plus tarder poser directement la première question. Je suis arrivée quand Sabine donnait un peu les motivations qui l'ont amenée à mettre sur pied son œuvre. Et justement, j'avais cette question qui est celle de savoir si nous sommes en face d'une œuvre autobiographique ou historique. Dans quel cadre situe-t-elle son œuvre? Parce que justement, on a beaucoup de références historiques réelles dans l'œuvre, mais au début, à la dédicace, on voit aussi qu'on apprend surtout qu'elle rend hommage à son grand-père qui a été prisonnier. Donc, dans quel cadre situe-t-elle son œuvre? Ok, Christelle, tu peux couper ton micro le temps que Sabine réponde. Après, tu vas le réactiver. Alors justement, on le classe dans le genre roman historique. Donc on a évidemment les deux mots dans la qualification. C'est une fiction d'une part, mais qui est basée sur des faits réels. Et donc, tout ce qui est en général relié aux dates, ce sont effectivement des événements historiques. Maintenant, la construction autour des personnages, il y a beaucoup de fiction, tout simplement. Il y a une partie probablement de la vie de mon grand-père, mais juste quelques éléments parce que je n'avais aucun accès aux informations de sa vie à lui. Donc, toutes les autres constructions sont de type romanesque. D'accord. Et les femmes se sont tuées. Je peux aussi marquer justement, comme je vous l'ai dit, par le fait que la femme ici soit mise au devant de la scène. Alors, je m'étais attendue à ce que dès les premières pages, on voit des femmes combattantes, battant et tout. Alors, quand j'entre dans l'œuvre, je découvre bien plus tard un personnage fantastique, Mamie Ange. C'est ça que j'ai décidé de l'appeler Mamie Ange. Alors, je voudrais savoir si ça a été fait à dessein, de montrer l'impact vraiment important de Mamie Ange dans la lutte aux côtés du feu du grand André Bidard. Pourquoi pas dès les premières pages? Parce qu'on a l'impression que le papy ici prend toute la place. Ce n'est qu'à la fin qu'on découvre son engagement politique et toutes les actions, oh, que grandes qu'elle a eu à mener. Est-ce que ça a été fait à dessein? En effet, un peu tout dans cette œuvre est assez symbolique. Que ce soit les noms, on prendra peut-être une autre émission pour parler de toutes les significations des noms dans le roman, mais tout est symbolique et symbolisé. Aussi, le choix que j'ai fait de faire la porte d'entrée dans l'histoire par le grand-père, c'est un petit peu en souriant, parce que quand on raconte les histoires de lutte en Afrique de façon générale, on parle des hommes, on parle des héros, surtout. Alors, bien sûr, je commence à ce moment-là à parler des hommes parce que c'est à ça qu'on s'attend. C'est à ça qu'on s'attend. Mais comment est-ce que les hommes arrivent au récit? Et c'est Maman Ange, il y a un parallèle avec le personnage qui n'est pas qu'un personnage, mais le rôle de Marguerite Mbida qu'elle va jouer parce qu'elle va jouer un rôle à un certain moment et pourtant, jusque-là, c'est André-Marie Mbida dont on parle. Et c'est, je pense, celui que la plupart des Camerounais connaissent, mais à aucun moment, personne ne sait que sa femme a eu une action décisive à un certain moment ou qui a impacté en tout cas l'histoire de nombreuses familles au Cameroun.
Oui, Abdoulaye, avant que tu continues, Christelle, Abdoulaye, est-ce que tu es avec nous? Bon, nous allons poursuivre avec toi, Christelle. Ok. Justement, parlant de André Marie Mbida, j'ai découvert dans l'œuvre d'autres figures historiques dans la lutte contre la colonisation au Cameroun. Et j'aimerais un peu qu'on parle du cas de figure de Charles Atangana à la page 58, je crois. Et j'aimerais savoir, est-ce une maladresse de le classer parmi les héros nationaux? Parce que j'ai eu l'impression que vous n'êtes pas trop d'accord de cette place qui lui est concédée. J'ai même vu quelque part qu'il était un chef, mais placé là par l'administration blanche. Est-ce que vous remettez en question cette, on va dire quoi, entre guillemets, usurpation? Parce que moi, depuis la classe du secondaire, on m'a appris qu'il fait partie de l'une des figures de proue de la libération nationale camerounaise. Oui, merci de cette question qui peut se poser pour tout, justement, qui peut se poser pour André-Marie Mbida. Certains ne le pensent pas du tout que ce soit quelqu'un de positif ou un héros pour le Cameroun ou d'autres personnages. Effectivement, on a toujours un point de vue lorsqu'on parle d'un personnage historique. Même quand on écrit des livres d'histoire, ce qui n'est pas le cas de mon roman, même quand on écrit des livres d'histoire, on les écrit parfois d'un point de vue. Et il y a des faits et il y a des interprétations de faits. Donc, moi, j'ai souhaité jouer un petit peu dans ce roman avec tous les personnages pour pousser finalement le lecteur à aller s'interroger et à sortir finalement du discours entendu pour creuser un peu plus et aller faire connaissance vraiment avec les faits de notre histoire, l'impact de certaines figures historiques, soit pour mieux les comprendre et surtout se dire que dans l'histoire, on n'a pas toujours… les gens sont ambivalents comme nous tous dans la vie. Les personnes qu'on érige en héros national parfois sont aussi les personnes qui, par ailleurs, ont connu des écueils ou ont fauté quelque part. Mais ça n'enlève ça n'enlève rien, je veux dire, à ce qu'ils ont apporté, évidemment, à l'histoire ou dans la construction de l'histoire nationale. C'est un récit. Tout ce que, dans n'importe quel pays, on est dans un récit, dans un narratif qu'on construit pour les générations qui suivent. Ok, très bien, ça c'est, voilà, on essaie vraiment de le comprendre, c'est au lecteur d'avoir aussi maintenant une nouvelle, je veux dire, nouvelle approche de ce qu'il a déjà entendu, une nouvelle approche de ce qui est autour de lui, de toutes les informations qui sont véhiculées par les livres d'histoire, parce que des fois on rentre sur le terrain et on se rend compte en écoutant certaines personnes qui ont vécu ou alors qui ont hérité d'un certain nombre d'informations que ce n'était pas exactement cela. Maintenant, où se situe la vérité? Bon, je crois que c'est aussi l'un des bonheurs d'avoir des livres comme le tien, c'est de proposer au lecteur de se faire une idée de ce qui se passe en réalité et non d'avoir des paroles d'évangile déjà qui sont là. On n'est ni dans la contestation, ni dans autre chose, à ce que je vois. Abdoulaye, est-ce que tu es avec nous finalement? Bon, le temps qu'Abdoulaye soit avec nous, moi je vais continuer à la place de Christelle à poser des questions et dire par exemple, voilà, et je reviens à ma première préoccupation. La jeunesse aujourd'hui, quel est son besoin? Parce qu'Afan, par exemple, Afan a 17 ans. Nous sommes dans le monde d'aujourd'hui. Afan a 17 ans et
veut connaître son histoire. Quel est l'intérêt, surtout quand tu écris de cette façon, quel est l'intérêt pour la jeunesse d'aujourd'hui de retourner à cette période particulière du Cameroun? Ça, c'est de façon spécifique. Et maintenant, quel est son intérêt déjà à retourner dans son histoire, dans son passé? Oui, merci beaucoup pour cette question parce qu'on n'en a pas souvent parlé dans différents entretiens. Pour ce qui est de cet épisode précis, mon intérêt était, on va dire, double. Ou même triple. Déjà, d'apporter justement la lumière sur le rôle de certaines figures féminines dans la lutte des indépendances et post-indépendance, parce qu'on se situe quand même après les indépendances. On a l'impression que parfois la lutte s'est terminée en 1960 quand on a offert l'indépendance au Cameroun. Et pourtant, les luttes se sont poursuivies. Donc, faire en sorte que notre jeunesse soit consciente que les luttes se sont poursuivies et que les personnes qui ont continué ces luttes sont encore proches de nous dans les générations. C'est peut-être un arrière-grand-père. Souvent d'ailleurs, pour un jeune de 17 ans, ça va être un arrière-grand-père. De créer l'intérêt justement entre cette génération et celle précédente ou deux générations avant. C'est d'ailleurs pour ça que sur la couverture, on a cette chaîne qui relie le grand-père et son petit-fils pour dire que les destins sont liés. Et le destin du jeune d'aujourd'hui est lié à l'histoire du passé. Parce que justement, comme c'est une citation de Cheikh Anta Diop que j'ai prise en début de livre, si nous ne savons pas effectivement notre histoire, si nous ne savons pas d'où nous venons, le jeune d'aujourd'hui ne sait pas d'où il vient, il ne peut pas se rendre compte des combats que lui a à mener aujourd'hui. Se rendre compte des sacrifices aussi qui ont été consentis par ses parents ou ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, pour que lui puisse avoir la possibilité d'un engagement citoyen aujourd'hui. J'avais peut-être un message caché pour la jeunesse camerounaise et africaine, même si finalement ça peut concerner toute la jeunesse de beaucoup de pays dans le monde. La chose politique, on a l'impression parfois, en discutant avec des jeunes aujourd'hui, que c'est une histoire de débat télévisé et que ça se décide dans un bureau. Certes, il y a des opinions qui sont celles-ci, mais de faire en sorte que les jeunes se rendent compte que l'engagement qui a été celui de des parents et des grands-parents est un engagement qui doit se poursuivre et se poursuivre par leur propre engagement également. Donc, c'était important pour moi de mettre justement un jeune, voilà, et surtout aujourd'hui, on a beaucoup de distractions, on a beaucoup plus, les jeunes ont beaucoup plus de choses qui les intéressent, qui les préoccupent, mais peut-être pas l'essentiel. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'à Essian, j'ai essayé d'écrire le roman dans un style simple qui soit accessible à tout le monde, que ce soit les jeunes et les moins jeunes. Très bien, justement, avec ce style, nous réalisons que la lecture est accessible. On lit vraiment le roman facilement, on le comprend facilement. Nous en avons beaucoup parlé quand tu étais de passage au pays et on a continué à en discuter, voir déjà qu'est-ce qui est accessible et surtout écrire en tenant compte du contexte actuel. Maintenant, là, je vais parler d'autre chose, parlant de ce retour dans l'histoire que tu opères avec Et les femmes se sont tues. Déjà, aujourd'hui, la lutte pour la reconnaissance de l'effort de la femme porte de plus en plus ses fruits. Maintenant, est-ce qu'en repartant dans le passé et en montrant combien ces femmes ont
investis de leur passion dans l'évolution, la libération, on nous a dit comme ça, de notre pays. Est-ce que ça ne constitue pas la même chose? Est-ce qu'il faudrait se dire, OK, on doit rétablir l'histoire s'il faut que le présent il soit accepté? On ne peut pas se contenter de dire, OK, on se bat aujourd'hui et voici la place de la femme aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas aussi une volonté de rétablir la femme de la place dans le passé? Alors, est-ce que une volonté de rétablir, ce n'est pas à moi de rétablir une place aux femmes, pas forcément. C'est une interrogation. Je pense que j'ai écrit aussi dans une perspective interrogative justement, que chacun peut-être se sente concerné là où il est dans le rôle qu'il a. Les femmes elles se disent de quelle manière aujourd'hui. Moi, je suis heureuse de voir la plupart des femmes, de voir certaines femmes en Afrique qui ont une parole forte, qui ont des engagements forts, mais dans plusieurs autres domaines que parfois celui de la politique. Et j'ai envie de dire, dans ces années-là, que ce soit au Cameroun ou dans d'autres luttes d'indépendance au Congo, au Bénin et au Soudan, etc., on a souvent eu des femmes qui parfois étaient d'ailleurs engagées dans des factions armées pour libérer, parce que pour elles, c'était aussi les mères de la nation. On les a souvent vues, mais c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'il y a un effacement de ces femmes dans les livres d'histoire ou par ailleurs, mais c'est aussi parce que parfois, on ne prend pas le temps de chercher. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que peut-être parce que ça a été effacé ou je ne sais pas, la flamme le feu de cet engagement des femmes du passé n'a pas été maintenu, n'est pas soutenu par celle d'aujourd'hui. Donc, je nous interroge. Beaucoup de femmes sont sur des réseaux sociaux pour faire des choses autour de la beauté, du corps et mettre plutôt cela en valeur. Mais je pense qu'aussi, pour la transformation de nos sociétés, nous avons à nous interroger sur quel est notre rôle, quelle est notre part à apporter pour la transmission de ce feu-là de l'engagement. Bonjour à tout le monde, D'accord, ça monsieur. c'est. Bonjour à vous. Ah, Bonjour à ok, d'accord. Abdoulaye est avec nous. Oui, nous t'entendons. Vas-y, Abdoulaye. Merci. Et voilà, déjà, j'ai eu un problème avec ma connexion, donc ce qui explique mon retard. Mais, alors, dès le début, moi, je vous ai écouté, je vous entendais, mais c'est vous qui ne m'entendiez pas. Bonjour à notre autrice. Je vous félicite beaucoup pour votre courage et tout cela. Alors, je vais faire vite. Pour la première question, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce roman? Est-ce que vous l'avez écrit juste parce que vous teniez à rendre hommage à votre grand-père, ou est-ce que vous l'aviez écrit parce que vous ressentez l'envie d'écrire, et troisièmement, ou vous l'avez écrit juste par envie d'instruire? On va dire les trois. C'est vrai que j'ai déjà un petit peu répondu à cette question avant votre arrivée. Ce sont les trois, c'est-à-dire que ça part déjà d'une découverte par moi-même d'une partie de l'histoire du Cameroun qui me semblait inconnue de la plupart d'autres Camerounais. Et je découvre ça, j'ai effectivement une connexion qui se fait aussi avec mon grand-père, et ensuite je me dis, mais j'ai envie de partager ça. J'ai juste envie de partager. Il n'y a peut-être pas une visée instructive ou éducative, mais elle est surtout une visée de partage. Est-ce que vous m'entendez?
dû couper le son du côté d'Abdoulaye pour qu'on puisse bien suivre. D'accord, oui. Donc, effectivement, c'est... Je ne sais pas, Madame Samy, est-ce que vous avez mesuré le risque que vous avez pris? Allô? Oui, vas-y, alors, la vas-y, Christiane. connexion d'Abdoulaye est partie. Ah, ok. Comme je vous ai un peu quitté là, je me suis un peu perdue. Par rapport justement à la femme et au désir de l'auteur, je pensais de l'avoir mise au devant de la scène dans l'œuvre. Oui, madame, J'aimerais est-ce que savoir vous mesurez quel le destin elle assigne à la femme par rapport à la conscience. Non, mais vas-y, Christelle. Je te laisse la parole. Abdoulaye, tu peux bien l'extérieur, nous reprendre. D'accord. Alors, je voudrais demander à Madame Hello? Mengue, en écrivant le sujet que vous avez utilisé, le Euh, sujet sur lequel vous avez choisi d'écrire, ou que le destin vous a imposé par votre histoire familiale, est quand même un sujet extrêmement important qui parle de la politique, vous parle du pouvoir. Et vous le savez, chaque fois qu'on entre dans le domaine politique, il y a un grand risque, il y a un énorme risque. Oui. À quel moment est-ce que vous avez ressenti cette peur-là? Est-ce que vous vous êtes rendu compte est-ce que vous voyez ce risque-là? Parce que là, vous n'êtes pas comme un auteur qui écrit sur la société ou sur l'histoire. Oui. Eh bien, je ne sais pas si je peux dire que j'ai ressenti une peur à un moment, au moment de l'écriture, parce que lorsqu'on écrit, même s'il y a, on va dire intellectuellement, un désir, une cible, mais en fait, on se laisse aussi porter et transporter par sa plume. Et finalement, les personnages, les histoires nous emmènent, s'imposent, comme vous dites, à nous, et elles nous emmènent quelque part. Alors, lorsque un auteur écrit, je ne sais pas s'il se pose la question, est-ce que ce que j'écris est risqué ou pas? Je livre ici une histoire qui peut concerner effectivement beaucoup d'autres familles de façon générale en Afrique, parce qu'il n'y a pas eu qu'au Cameroun qui a eu cette même trame historique après les indépendances, du nord au sud, que vous soyez au Maroc ou en Afrique du Sud ou à l'est ou à l'ouest, on a eu ces pages de l'histoire qui n'étaient pas toujours très heureuses. Certains diraient qu'on est encore trop proche de cette histoire, et je me dis plutôt que les mémoires s'effacent. C'est peut-être aussi pour ça que le personnage du grand-père est atteint par cette maladie d'Alzheimer, parce que oui, les mémoires s'effacent. Et pour moi, c'était comme une urgence de vraiment. C'est peut-être pour ça qu'on est pris même dans l'urgence, même au cœur du roman, parce qu'il faut qu'on rattrape un petit peu les informations et que tout ne disparaisse pas. Parce que nous ne pouvons pas bien nous construire aujourd'hui. Nos sociétés aujourd'hui ne peuvent pas se construire tant qu'on ferme, on fait silence sur le passé. Et c'est pour moi, si ce livre peut permettre à beaucoup de personnes de s'asseoir et de regarder en face cette histoire qui a été la nôtre, bah, peut-être qu'on on construira un avenir qui est plus
plus serein et plus bénéfique aussi. Et on se reposera les vraies questions, on va dire, par rapport à quel est vraiment le rôle de chacun. Ce n'est pas celui du gouvernement uniquement, mais celui de chacun comme en tant que citoyen pour construire un avenir et un avenir meilleur pour nos pays. Donc, ce n'est pas je ne m'adresse. Oui. Pour construire un avenir, sauf que là, je parlais de risque tout à l'heure. Le risque est que lorsqu'on écrit une œuvre comme celle-ci, parlant de l'histoire politique d'un pays, le risque est que en sortant de la lumière, c'est-à-dire la prospérité des uns passera forcément par la descente aux enfers des autres. Comment dirais-je, en faisant les louanges ou peut-être en soulevant le parti qui est évoqué, donc je vais me permettre également de l'UPC et tout le reste. En même temps, vous transformez ceux qui étaient au pouvoir à l'époque et qui sont d'ailleurs toujours en monstres. Et alors la question est de savoir, j'imagine que vous observez quand même la vie politique et sociale du Cameroun aujourd'hui. Alors, oui. En publiant un livre de ce genre-là, alors que nous sommes encore ici au Cameroun quand même, nous sommes toujours dans la lutte. Donc je ne sais pas vraiment si le vécu de votre grand-père, déjà, on peut déjà le situer dans un passé lointain, vu qu'aujourd'hui encore les mêmes luttes se font. En écrivant ce livre-là, vous contribuez à est-ce que vous contribuez à stabiliser le pays ou est-ce que cela peut quand même amener une certaine révolte et autre chose? Alors, je ne sais pas quelle est votre lecture du livre. Il n'y a aucune revendication et aucune accusation de qui que ce soit dans normalement ce que j'ai écrit. Mais le lecteur qui est libre de prendre position, de s'interroger et de s'identifier aux personnages qui sont ici décrits, peut effectivement ressentir et prendre la chose de telle manière. J'ai en quelque sorte une question à vous poser. Est-ce que ça voudrait dire que justement les femmes doivent se taire? Est-ce qu'on doit taire des choses qui ont été réellement vécues et qu'on doit continuer de se taire pour la paix, une paix, mais de quelle paix on parle justement? Je ne pense pas qu'ici, il soit question de créer des conflits entre je ne sais pas qui et qui. Il s'agit simplement pour moi de faire en sorte que on se réconcilie avec notre propre histoire. Et il n'y a pas de revendication parce que, comme je le pense sincèrement, du nord au sud, de l'est à l'ouest du Cameroun, il y a eu des gens ordinaires. Lorsque les politiques décident de certaines choses là-haut, on a l'impression qu'ils les décident et les choses vont toutes seules. Cependant, les engagements des individus, comme on peut le voir dans cette histoire du grand-père et de la grand-mère, les vies de famille sont touchées, sont bouleversées parce que on décide de suivre tel leader ou tel autre. Ce sont des destins entiers qui sont bouleversés. Et il s'agit aussi de se dire, dans l'histoire, j'ai pris le parti justement de ne pas parler de l'histoire de façon générale, mais de raconter une histoire de famille. Et une histoire de famille, elle parle d'un point de vue. C'est-à-dire que ce personnage-là, il était dans un parti politique, il n'était pas, il adhérait à ce parti avec ses idéologies. Et donc forcément, il idéalisait peut-être le parti en question. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tous nos engagements pour telle ou telle cause ou tel parti politique, ce sont des engagements qui parlent de famille. Et c'est aussi le destin d'une famille, c'est le destin d'une famille, c'est le destin de plusieurs familles qui sont bouleversées.
Et c'est pour cela que pour moi, c'était important de parler. Je parle plutôt à nous, citoyens, pour qu'on ait aussi cette conscience que chacun de nos engagements ou de non-engagements d'ailleurs peut changer ou pas le cours de l'histoire. Très bien, Sabine. Maintenant, il y a la question de Christelle, sa connexion était instable. Il y a la question qu'elle nous a laissée avant de revenir. Quel destin assignez-vous à la femme par rapport à la conscience humaine et surtout nationale? C'est certainement dans la continuité de ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, le mot assigné, je ne l'aime pas beaucoup parce que ça donne l'impression qu'on est puni. et que, voilà, il y a une personne qui décide et qui donne à quelqu'un un rôle. Moi, je considère toujours que on n'assigne pas un rôle à quelqu'un. On est, les femmes ont à être ce qu'elles sont, que ce soit dans notre monde, notre pensée et nos modes de vie traditionnels africains. La femme a un rôle qui n'est pas à démontrer, mais qui est un rôle à tenir, simplement, à être. Et c'est en cela que de montrer une femme en action dans son être était important pour moi. C'est peut-être, je n'aime pas me dire féministe parce que je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. C'est être pleinement qui on est dans sa réalité de vie, dans son rôle. On n'a pas quelque chose à se disputer avec les hommes. Et je crois que beaucoup de nos sœurs aujourd'hui en Afrique se perdent aussi dans les combats qui ne sont pas les nôtres, soit dans des revendications, mais alors aussi parfois dans des rôles quand justement certaines sociétés leur assignent, vous devez être belle et vous taire ou je ne sais quoi. Mais c'est à nous-mêmes de prendre notre destin en main et de savoir de nous reposer la question, mais oui, qu'est-ce qu'on est en tant que femme? Très bien, Christelle. Abdoulaye, peut-être une dernière question, parce que mon téléphone va me lâcher maintenant. Quand on voit le monde d'aujourd'hui, est-ce suffisant, je cite, comme le dit Mamie Angèle, de puiser à la source des savoir-faire et des savoir-être de nos ancêtres? Quand nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, de l'industrialisation au débit et tout, est-ce que c'est suffisant pour être justement à la page? Est-ce que nous ne pourrions pas, voilà, prendre dans nos ressources identitaires, mais aussi puiser dans ce qui est maintenant, dans ce qui est actuel, dans ce qui est mondial, pour ne pas être trop en retard comme nous le sommes maintenant? Merci, Christelle, pour cette question. Alors, le retard, moi j'ai toujours une question par rapport à ce mot-là parfois, ou ces mots de développement, ou etc. Je pense qu'on n'est pas en concurrence vis-à-vis d'autres peuples. Et pour moi, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se vit aujourd'hui autour de nous et à l'extérieur. On ne peut pas. Cependant, pour moi, il est plus intelligent justement d'aller puiser dans les racines. Et ce sont ces racines-là qui vont donner la sève et la force au tronc pour qu'on puisse s'étendre. Pourquoi certaines civilisations aujourd'hui sont fortes, comme on parle toujours de la Chine et toujours de la Chine, mais aussi de l'Inde. Ils sont pourtant entre tradition, leurs racines, et modernité. Donc, nous, en tant qu'Africains, j'ai parfois l'impression qu'on a juste embrassé tout ce qui vient de l'extérieur en oubliant de s'interroger à chaque fois comment est-ce que nous pouvons adapter ou améliorer par rapport à notre propre contexte, au lieu d'épouser entièrement
et de faire du copier-coller qui finalement d'ailleurs ne fonctionne jamais. On avait les contes au coin du feu autrefois, le soir, on a balayé ça, on est dans des villes, dans des appartements lumineux et plus personne ne raconte des histoires au coin du feu. Est-ce que c'est parce que le feu n'existe plus et qu'on n'est plus dans le noir avec les lampes tempêtes qu'on ne peut plus raconter des histoires à nos enfants? Non. Donc, dans le même temps, on a abandonné ça, mais on a échoué aussi à embrasser même la culture de l'autre qui, lui, raconte des histoires dans les livres tous les soirs aux enfants avant de dormir. Donc, qu'est-ce que quelle est la route que nous-mêmes, notre propre destin, notre propre route que nous traçons entre donc les traditions, les savoir-faire anciens et la modernité? C'est vraiment pour moi un travail de sociologie, de sociologue, c'est à eux, et d'anthropologie d'ailleurs, d'amener une réflexion et de proposer des solutions ou des pistes à notre société. Je sais pas si j'ai répondu. Ok, oui, ok, d'accord. Abdullah, tu vas patienter un instant. Oui, vas-y, Christelle, si tu peux réagir. Ok, je me suis aussi attardée sur la personnalité, ou je préfère mieux la personne d'André Mbida, en opposition avec le feu Amadou Ahidjo. Moi, personnellement, quand mon père me parle de l'air Ahidjo, c'est avec seulement des loges et tout, de mots mielleux par rapport à ce que nous vivons maintenant. Et je constate que la peinture qui est faite du président Ahidjo dans l'œuvre est un peu, on va dire comment, monstrueuse. Je préfère utiliser ça. Mais quand on sait que Mbida a été aussi à un certain moment pris comme un traître, puisqu'il a été mis sous le siège du pouvoir par le gouvernement français, est-ce que là, on ne fait pas face à un certain jeu de rôle ou bien jeu de pouvoir, je ne sais pas trop. Quand quelqu'un est là, on ne salue pas ses gestes et tout, et c'est quand il part qu'on dit que non, son gouvernement était meilleur, et si cela, parce que l'image qui est peinte du président Ahidjo dans l'œuvre, ça m'a un peu, je ne vais pas dire déçu, mais j'étais quand même surprise par rapport à ce que les anciens nous content de nos jours. Alors, c'est une question un petit peu que Abdoulaye a posée tout à l'heure. On est dans un épisode. Si on se remet juste dans cet épisode spécifique, on n'est pas sur une histoire du règne d'Ahidjo. Il ne s'agit pas de cela dans cet ouvrage, d'accord? Et effectivement, lorsque vous avez des témoignages, c'est pour cela que c'est pour moi intéressant de repartir d'une histoire personnelle. Parce que ceux qui ont vécu des tortures, des troubles et toutes ces choses qui ont réellement existé, ne vont jamais vous parler de l'ère Ahidjo dans des termes élogieux. On est d'accord. Mais lorsque nous passons, moi je n'ai pas non plus, par exemple, entendu mon grand-père cracher sur l'ère Ahidjo quand j'étais gamine. Au contraire, il fallait qu'il montre patte blanche. Il fallait qu'il montre qu'il était justement avec le pouvoir en place. Donc ça, on peut analyser bien sûr cette attitude-là plus loin. Il y a bien sûr cette tendance-là de magnifier les personnes du passé par rapport à celles du présent. C'est une tendance qu'on retrouve effectivement dans le cours de l'histoire, mais il serait naïf de croire que les personnes sont toutes blanches ou toutes noires, même si je n'aime pas d'ailleurs utiliser ces deux mots en termes négatifs et positifs. Ces figures sont toujours ambivalentes. C'est pour moi, c'est cela qui me semble réel. Mais comme nous tous, on a ces figures, on a toujours un côté sombre et un côté lumineux. Et il ne s'agit pas de faire un procès à qui que ce soit. Voilà.
Très bien. Nous avons finalement perdu Laura. Donc, Abdoulaye, tu vas prendre le relais. D'accord, Madame Sabine. Monsieur, déjà, vous avez constaté, moi, je parle beaucoup plus du sujet évoqué dans l'œuvre que de la forme de l'écriture et autres. Du fait que, pour quelqu'un comme moi, qui analyse, qui regarde, qui observe la vie politique et sociale de notre pays, quand le sujet est évoqué dans une œuvre comme celle-ci, je suis plus captivé par le sujet lui-même, par le récit, que par l'écriture. Comment est-ce qu'il est écrit, est-ce que cela. Donc je suis un peu sorti, c'est pas intentionnel, c'est le sujet qui l'a imposé. Je suis sorti d'analyste de littérature, tout ça là. Oui, Madame Sabine, pour finir, je vais commencer par là où vous avez chuté. Roland Colin dit qu'en chaque homme, il y a de l'ombre et de la lumière. Il le dit lors d'un événement comptant l'histoire du président Senghor et de son vieux compagnon Mamadou Dia. Dans l'œuvre, comme je disais tout à l'heure, l'histoire de l'UPC ne peut pas être dénouée du régime d'Aïdjo. Ça, c'est pas possible. Donc, j'ai du mal à comprendre lorsque vous dites que là, vous racontez juste l'histoire du militantisme de votre grand-père, qui est celui des grands-pères, parce que votre grand-père est en même temps le grand-père de plusieurs milliers d'autres Camerounais comme vous. Vous ne pouvez pas raconter l'histoire de nos grands-pères, de ces grands-pères-là, en le dénouant du régime d'Aïdjo. Ça, c'est la première question. Je pense que ce n'est pas possible déjà, parce qu'à chaque fois que l'UPC est évoqué, si on évoque l'UPC avec tout ce qu'on appelle, je ne sais pas, soi-disant nationalisme, c'est une histoire d'oppression. Et dans l'œuvre, lorsque vous décrivez, ça c'est le deuxième point. Dans l'œuvre, lorsque vous décrivez les tortures, j'imagine que les tortures, elles sont vraies. J'imagine qu'elles sont vraies parce qu'elles ne peuvent qu'être vraies, vu qu'on parle de l'UPC quand même. C'est pas le UPC. Je veux juste corriger avant de finir. Il y a deux petites corrections parce qu'il faut vraiment que je parte. Le parti en question, c'est le PDC, le Parti des démocrates chrétiens, des démocrates camerounais, pardon. Il ne s'agit pas du tout de l'UPC dans le roman. Cependant, ce que je voulais aussi corriger, c'est qu'effectivement, on lit la répression de l'UPC au régime d'Aïdjo, ce qui est aussi en partie une erreur, puisque la répression de l'UPC a commencé bien avant les indépendances. Elle a commencé bien avant. On a eu justement les massacres en 1955. Aïdjo n'était pas encore au pouvoir, ni Mbida d'ailleurs. Donc, et même lorsque le président Aïdjo est arrivé au pouvoir, il a admis à certains moments, vis-à-vis, par exemple, des autres leaders politiques, qu'il s'était trompé sur certaines choses parce que, justement, l'administration française avait encore la main. Jusque plus loin, dans les années en 1972, l'administration n'était pas complètement une administration tenue à 100% en main par les gouvernements qui étaient en place. Donc là aussi, j'invite justement les lecteurs à aller plus loin dans l'histoire parce que on se transmet parfois un narratif et on fait des raccourcis historiques. Et c'est très dangereux, ces raccourcis historiques, justement. Et c'est pour ça que je veux inviter le lecteur à peut-être interroger et interroger réellement les on-dit et ce qu'on a toujours dit pour aller vraiment chercher aussi, faire ses propres recherches et aller dans l'histoire. C'est vraiment pour moi cette invitation-là. D'accord, Sabine, je sais que tu dois partir parce que tu nous l'as dit. On a déjà beaucoup pris du temps que tu pouvais nous accorder. Mais cette préoccupation de François-Didier Vondoy serait bien qu'on en parle parce que c'est la continuité en fait de la question que Abdoulaye a posée. Est-ce que les femmes se sont dues pourraient participer à un travail de réparation? Quand on parle de l'histoire, de la mémoire et
et de notre vécu, de notre présence que nous devons supporter par rapport à ce que l'histoire nous a légué. Est-ce que et les femmes se sont tues pourraient participer à un travail de réparation? Alors, c'est une bonne question. Ceux qui, effectivement, c'est dans l'air du temps, hein. On est aujourd'hui, il y a cette commission qui a été mise en place conjointement entre la France et le Cameroun pour justement requalifier ou qualifier pour la première fois ce qui s'est passé au Cameroun avant les indépendances. On parle de la guerre on parle là de la guerre du Cameroun. Et derrière, il y a des gens, effectivement, qui peut-être visent aussi qu'il y ait un travail de réparation. Ici, dans ce que moi, je n'ai pas ça, en fait, je n'avais pas ça en tête. Ce n'est pas le mot réparation que moi, j'aurais mis en avant parce qu'il s'agit pour moi, d'une histoire entre nous et nous. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est à faire avec l'extérieur. Et pour moi, comme il s'agit de quelque chose d'endogène, il faut, je pense plutôt au mot de réconciliation et non pas de réparation, mais le travail de mémoire et le travail de se regarder, de se dire les souffrances les uns des autres, parce qu'il y a eu des souffrances dans le passé qui ont touché tous les peuples au Cameroun, et que nous puissions être dans ce face-à-face et reconnaître ces blessures que nous, familles, ont vécues ensemble et de se réconcilier. Pour moi, c'est un appel vraiment disons, ayant subi les mêmes souffrances, on a un devoir de solidarité et de réconciliation pour mieux avancer, parce que tant qu'on ne regarde pas en face les blessures du passé, on ne pourra pas justement avancer. Pour moi, c'était la réparation, ça veut dire que c'est quelqu'un de l'extérieur qui doit venir réparer quelque chose, mais là, pour moi, il ne s'agit pas de ça. Très bien. Abdoulaye, maintenant je vais te demander à toi pour un autre passage. La jeunesse face à et les femmes se sont tuées. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que la jeunesse a de l'intérêt pour... toi, tu es dans cette... tu en fais partie, tu es dans cette catégorie. Est-ce que la jeunesse peut avoir un intérêt réel pour et les femmes se sont tuées? Plutôt que pour d'autres thèmes qui vont leur parler, je ne sais pas moi, peut-être des mariages forcés ou bien de quelque chose de plus actuel, la difficulté à trouver un boulot ou alors toute autre chose. Comment tu situes la jeunesse après ta lecture face à ce travail et les femmes se sont tuées? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question de savoir, est-ce que de savoir où est-ce que moi je soulève par rapport aux attentes de de la jeunesse, tout à fait, tout à fait. Oui, là, moi, je dirais que le sujet évoqué dans l'œuvre est un sujet brûlant. D'ailleurs, tellement brûlant que voilà pourquoi moi, au départ, je posais la question à madame de savoir est-ce que son œuvre contribue-t-elle à apaiser le climat politico-social qui existe dans notre pays aujourd'hui, ou est-ce que c'est le contraire? Nous qui sommes ici, aujourd'hui, vous savez, la société camerounaise elle est plus fracturée que jamais. Je ne sais pas si je serais très... Oui, Abdoulaye, est-ce que la jeunesse est consciente de cette fracture? Maintenant, la jeunesse qui lit, qui va se retrouver en train de lire et les femmes se sont tuées, est-ce qu'elle est en mesure de recevoir ce qui est écrit tel que c'est écrit? Bon, c'est là ma question. Je sors de l'aspect politique et autre. Je parle de la jeunesse face au sujet qui est là. Je ne pense pas qu'elle est en mesure de recevoir tel que c'est écrit. Du fait que, comment dirais-je, les canaux d'information qui existent aujourd'hui sont en train de diviser encore plus notre monde, à nous causer plus de tort. Donc, en lisant une œuvre comme celle-ci, tous les sujets que vous allez retrouver dans cette œuvre-là, c'est le sujet que nous retrouvons à longueur de journée. Dans des groupes, il y a des jeunes, sur des pages Facebook, c'est le sujet qu'on évoque à longueur de journée. Et c'est des sujets qui sont souvent évoqués avec beaucoup de méchanceté, en tout cas pas assez de contrôle.
Donc la jeunesse, c'est Mais pas nous seulement sommes clairs que nous sommes en littérature avec une fiction. Donc je reviens maintenant sur cet aspect littérature et l'auteur l'a évoqué au début de ce programme. Il y a eu une bonne dose de fiction. Bien sûr, il y a une petite partie qui va mettre en scène la vie de son grand-père, mais maintenant il y a une bonne dose de fiction qui arrive comme dans toutes les œuvres. Déjà, est-ce que cette littérature-là, la jeunesse peut la recevoir? C'est de cela que c'est la question que j'aimerais. Votre point de vue sur l'aspect politique, on l'a bien saisi. Maintenant, la jeunesse face à la littérature. Est-ce que la thématique d'aujourd'hui, qui est traitée dans Et les femmes se sont tues, quand vous la comparez aux autres thématiques qui vont peut-être parler de la prostitution urbaine, des dégâts des réseaux sociaux, des filouteries et autres, est-ce que la jeunesse est installée dans dans ce travail, dans cette œuvre? Sabine, je préfère, je reviens vers toi. En réorientant la question, quelle est la place que tu as accordée à la jeunesse dans ton processus d'écriture? Une grande place, vu que le principal, voilà, c'est le personnage principal qui nous accompagne tout le long du récit est un jeune de 17 ans. Et donc, évidemment, il y avait aussi une intention d'intérêt par rapport au public des jeunes adultes qui vont justement rentrer aussi dans l'âge où la majorité, on doit se poser des questions sur son propre engagement. Et je ne voudrais pas forcément évacuer la question d'Abdoulaye qui est légitime. C'est pour moi un processus normal. Lorsque aujourd'hui il parle de révolte, il parle de fracture et de conflit, j'ai envie de dire c'est normal. Lorsqu'on découvre des vérités qui font mal, eh bien on est obligé de passer par l'étape de la révolte. Et le fait qu'on passe par cette étape de la révolte nous permet de nous apaiser et ensuite d'agir. Toute action, tout engagement, la plupart du temps, hein, je dis toute action, mais la plupart des engagements forts qui se sont faits dans notre société, c'était justement en réponse à une révolte, en réponse à quelque chose qui nous a touchés. Quand on est, quelle que soit la cause d'ailleurs, parce qu'il s'agit de causes, parfois des gens s'engagent dans l'humanitaire, c'est parce qu'il y a une situation de départ qui nous a révoltés. Donc, la révolte peut effectivement amener à de l'autodestruction, comme la révolte peut aussi amener à l'action. Et j'espère bien que les femmes se sont tues, parler aux jeunes dans le sens de qu'est-ce que nous pouvons faire pour prendre notre propre destin en main de façon positive. Voilà. Je voudrais vraiment remercier tout le monde d'avoir été avec nous. J'ai des impératifs qui me forcent à vous laisser, mais on peut continuer cet échange après dans un autre rendez-vous. Donc, une chose est certaine, il y aura d'autres rendez-vous et on pourra certainement en parler et toute autre chose. Alors, ton mot de fin, Sabine, comment doit-on lire cette œuvre? Ton mot de fin, Sabine, comment doit-on lire cette œuvre? Est-ce que je pense que cette œuvre est à lire en même temps avec légèreté, parce que moi j'ai pris du plaisir à l'écrire, même si je parle de sujets graves, mais j'ai essayé de l'écrire de façon humaine et de l'écrire avec vraiment un regard aimant sur les personnages et aussi sur l'histoire. Donc, prendre le livre, prendre l'histoire qui est partagée là avec, c'est une aventure. Et voilà. D'accord. Où peut-on trouver l'œuvre? Dominique Nintella dit qu'elle aimerait la déguster. Où peut-on la trouver?
Alors, si Dominique est à Yaoundé, elle peut la trouver à la librairie Saint-Paul physiquement. Mais si elle est partout ailleurs au Cameroun, peut-être qu'il faudrait qu'elle se réfère à ma page Facebook où on a mis un numéro de téléphone où les personnes peuvent passer leur commande et le livre leur sera envoyé là où ils sont, en fait, dans les grandes villes du Cameroun. Bien sûr, eux prendront en charge les frais de livraison, mais le livre pourra être envoyé dans les grandes villes. Voilà. Mais on trouve effectivement la fiche sur Facebook. Et puis les personnes qui sont en Europe, aux États-Unis, partout ailleurs dans le monde, c'est sur le site Afrique à vivre, Africa et vivre plus loin. Et vous mettez et les femmes se sont tues et le livre, vous pouvez commander en ligne et le livre vous est livré où vous êtes. D'accord, Dominique, elle, je sais qu'elle est à Yaoundé, donc elle ira facilement le prendre. Bien, tu te portes bien et on dit merci à tous nos Merci à vous tous d'avoir été là. J'espère qu'on pourra avoir plus de temps pour échanger avec ceux qui nous suivent prochainement, qu'on puisse leur laisser le temps justement de poser leurs questions. Ok, d'accord, c'est parfait. Alors, à très bientôt, Sabine. À très bientôt. Bon courage dans tes activités. Merci beaucoup. Merci.